Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons comme invité du journal Mousselmi Malan Sita, président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs sujets d'actualité touchant la vie sociopolitique de notre pays. Mais avant, retenez que le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante, section de Zender, était en ce jour en conclave au siège d'Alternative Espace Citoyen du Damagram pour se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle est lue ici par Sadat Ilia Amala. Michael Zodi, Moudi Moussa et Munkaila Halidou, qui sont internés dans différentes maisons d'arrêt de la région de Tilaberi depuis le 19 mars passé. Donc cela fait aujourd'hui 71 jours si je ne me trompe pas. Nous sommes inquiets que jusque-là, ces différents camarades n'ont pas encore été jugés et nous exigeons qu'ils soient jugés dans le plus bref délai. Ici, au niveau de la région des Andes, nous avons les camarades Al-Hajj Adam Mustafa, qu'on appelle Obama, jugé donc et condamné à 3 mois ferme et au paiement d'un franc symbolique. Obama a été condamné pour avoir eu un débat contradictoire avec le préfet de Tanout. Non satisfait du verdict qui a été rendu contre Obama, il a jugé utile de faire l'appel de la décision dès le jour du jugement. Et nous soutenons vivement les camarades Obama pour cet appel. Par rapport aux mesures d'accompagnement, notamment, il était question d'accompagner la population avec la prise en charge de l'électricité et d'eau pour ce qui est de la région des Andes où la période a coïncidé avec la période de pénurie d'eau. Donc, véritablement, les couches les plus vulnérables n'ont pas été touchées. C'est pourquoi nous appelons le président de la République à regarder cet aspect de la chose, que les pauvres consomment à la borne publique où ils achètent les bidons jusqu'à 50 francs ici à Zender, jusqu'à 100 francs ici à Zender. Par rapport à l'interception, à la loi sur l'interception des communications électroniques. C'est une loi, on ne sait pas pour quelle fin elle a été élaborée. Ils disent qu'ils l'ont élaborée pour contrer le terrorisme. Mais est-ce que réellement, on a besoin de contrôler tous les Nigériens pour lutter contre le terrorisme? Non. Et ce qui est inquiétant, c'est le propos tenu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Marou Amadou, devant l'Assemblée nationale, qui dit que déjà, ils écoutaient les gens illégalement. Vous voyez, un ministre de la République, il sort devant l'Assemblée pour proclamer qu'il violait la Constitution. Est-ce que ça, nous sommes dans un pays démocratique? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Véritablement, on s'interroge. Nous estimons que ce sont des propos irresponsables de sa part et qu'on doit prendre des mesures si réellement le Niger est un état de droit qui garantit l'égalité des citoyens devant la loi. Moro devait être poursuivi pour entorse à la constitution de la République que le peuple s'est librement donné. Vous êtes pas sans savoir que le maire des villes de Zender a entrepris le bradage des sites d'établissements scolaires et des bâtiments destinés aux enseignants. La dernière affaire en date est celle qui concerne l'école Aïssat Kondo où des enseignants ont été délogés mani militari de leur domicile et où on a vendu leur domaine à des particuliers. Nous condamnons vivement cet acte et nous soutenons de manière indéfectible la démarche engagée par les syndicats des enseignants par rapport à cette question. Voté le vendredi passé par la représentation nationale, la loi portant interception de certaines communications suscite la réaction des citoyens. En effet, cette loi visiblement mal comprise par bon nombre de citoyens se voit diversement appréciée. Suivant à ce propos quelques réactions de citoyens. Nous pensons que c'est une aberration. Parce que nous ne sommes plus dans un pays vraiment, réellement démocratique.
Là où il y a la démocratie, le premier élément de la démocratie, c'est la liberté d'expression d'abord. Comment vous allez dire que vous allez intercepter les communications des citoyens? Pour quelle fin? Pourquoi depuis ils n'ont pas instauré ça? Ça aurait été qu'au moment où ils étaient à l'opposition, si quelqu'un ose voter une telle loi, vous allez voir qu'il y aura du feu dans ce pays-là. Mais ils font tout, on laisse, on regarde. Pourquoi maintenant créer d'autres systèmes? Ça veut dire que c'est à d'autres fins. Mais s'il vous plaît, nous connaissons nos camarades de travail. Nous savons comment maintenant ils ont fait ça uniquement pour pouvoir mettre sur écoute quelques éléments dont ils veulent éliminer avant les élections. C'est ça la finalité. Sinon, pour quelle finalité ils vont intercepter des écoutes? Pourquoi? Ils peuvent le faire avant même, ils le faisaient. Ils le faisaient, mais quand même d'une manière isolée. Mais maintenant, ils ont eu une loi, ça veut dire que maintenant, ils peuvent se permettre tout. Ça veut dire que maintenant, un avocat ne peut plus défendre son client parce qu'on va dire non, de toutes les façons, nous avons des preuves. Voilà les preuves. Donc, voyez-vous, c'est vraiment ignoble ce que les députés là ont voté comme loi. C'est vraiment regrettable ce qu'ils ont voté comme loi. C'est désolant. Et je vous le jure que moi, ils ne sont plus mes députés à partir d'aujourd'hui. Ils ne sont plus mes députés, je ne reconnais pas ce député-là. Ouais, ils ne sont plus nos représentants d'ailleurs. Mon opinion sur l'interception des communications, ça ne cause pas de problème si tu n'as rien à te reprocher. Si tu n'es pas un criminel, si tu n'es pas un voleur, pourquoi tu n'as pas de problème pour ça? Ils n'ont qu'à intercepter pour tout le monde. Voilà. Mais s'il y a d'autres choses, là, je pense que les gens qui craignent ça, c'est des malfaiteurs. L'interception des messages et des appels téléphoniques dans tous les pays pour éradiquer le terrorisme et les violences et les narcotrafiquants. On peut intercepter leurs messages pour pouvoir les neutraliser. Donc moi, ça ne me cause pas de problème. Je peux dire que cette loi, tout d'abord, personnellement, moi, ça ne m'a pas convaincu. Parce que tout d'abord, c'est quelque chose qui peut aussi créer des impacts au niveau des responsables des opérateurs téléphoniques mobiles. Puisque là, je détiens un téléphone avec une puce. Et que tout ce que je dois dire, il faut que quelqu'un soit au courant. Je pense que là, il n'y a pas de confidentialité. Et vraiment, cette loi, je pense que s'il y a modification, le meilleur, c'est de revoir la loi. Parce que hier, j'ai suivi à la télé, et même les partisans de l'opposition ne sont pas du tout d'accord sur cette loi. Et là, je dis vraiment, nous sommes tous des citoyens là-dedans, où nous devons s'atterrir à ce qui doit nous arranger tous, mais pas pour une seule partie. Donc je pense que l'opposition aussi a bien réfléchi sur cette loi, parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas du tout profitable pour tous les citoyens nigériens. Et je pense que là aussi, vraiment, il faut revoir cette loi-là. Bon, en tout cas, moi, sur la loi-là, je ne comprends rien sur ça. Ceux qui ont voté sur la télécommunication hier là, en tout cas, ce que moi je vois, c'est un peu gauche. Parce qu'il y a des gens qui font leur business sur les téléphones en secret. Donc maintenant, comme on a mis les gens en communication directe là, ils ne peuvent pas faire leur business là en cachette. Donc c'est sur ça que moi je vois que c'est trop gauche. L'État peut prendre ses précautions à part les téléphones. Il y a des précautions que l'État peut prendre, à part les téléphones. Même eux, ils connaissent, ils savent aussi. Monsieur Malansita, bonsoir. Oui, donc bonsoir, le vendredi passé, les députés ont voté la loi portant interception des communications. Alors comment appréciez-vous cette nouvelle situation? Selon vous, cette loi ne va-t-elle pas à l'encontre de ce que dit la Constitution? Bon, merci Monsieur Cissé pour cette occasion que vous nous donnez davantage pour en tout cas partager avec l'opinion, en tout cas nos ressentiments, nos points de vue sur certains sujets d'intérêt national. Mais avant, vous nous permettez d'avoir une pensée particulière à nos amis et camarades de la société civile, Michael Zodi, Ali Doumoukele et Moudi Moussa, et espérer
que la sagesse prévaudra du côté de la justice pour pouvoir accélérer le dossier et que, en tout cas, la vérité se détermine à la faveur de tous les justiciables et tous les acteurs. Et nous prions Dieu Tout-Puissant de continuer à veiller sur leur santé et sur leur sécurité et leur sérénité. Donc, et partant de voix sur l'ensemble donc, du pays. Et en même temps, à l'occasion donc, de la fin de ce mois béni de Ramadan, nous allons souhaiter bonne fête et présenter toutes nos excuses, en tout cas à tous les citoyens, à tous les téléspectateurs, et aussi espérer quand même que grâce aux prières, surtout des 10 dernières nuits, que la relance de l'espoir par rapport à l'activité économique, par rapport en tout cas à l'ensemble des actions de tous les secteurs socio-économiques de notre pays, quand même cette semaine serait celle j'allais encore dire, la relance de l'espoir, après quand même une épreuve, celle de la pandémie qui est pratiquement vie par toute la communauté mondiale, et parce que en vérité, Dieu dit, après toute difficulté, toute épreuve, il y a maintenant effectivement l'aisance et la facilité qui viendra. Donc nous allons nourrir l'espoir qu'après cette épreuve ultime, en tout cas les hommes sur la terre vont essayer de revivre en tout cas le goût de la vie et de l'espoir. Donc voilà ce que nous pouvons dire en introduction. Maintenant, pour revenir pour le cas particulier de cette loi votée par l'Assemblée, je pense que, pour tout analyste averti et observateur, l'Assemblée, ce n'est pas une surprise que les députés, quelle que soit en tout cas la complexité de la loi ou bien en tout cas les divergences, nous avons des parlementaires mécaniques, des gens souvent qui, la plupart ne maîtrisent même pas le rôle de pourquoi ils sont à l'Assemblée et qu'ils pensent que dans tous les cas ils sont juste, j'allais dire, des suppôts de l'exécutif et que tout ce que le gouvernement amène et qu'eux ils n'ont même pas à regarder, à réfléchir par eux-mêmes et ils doivent faire passer ça comme une lettre à la poste. C'est pour ça que je dis que dans nos tropiques et particulièrement pour le cas du Niger, l'Assemblée, les parlementaires quand même n'honorent pas la fonction des députés, parce que je pense que la vérité c'est que la plupart ils ne savent pas pourquoi ils sont députés et ils ne regardent pas l'essence même de la fonction pour pouvoir être responsable et conséquemment averti de tout ce que le projet et de tout projet que le gouvernement pourrait soumettre à leur appréciation. Maintenant, de l'autre aspect, par rapport même à l'exécutif qui a soumis une telle loi. Vous avez, je pense que le ministre de la Justice, qui était porteur du point de vue de responsabilité gouvernementale de cette loi, vous avez vu comment il a jubilé, vous avez vu, à la limite pour lui c'était juste une régularisation, parce qu'il a avoué, il a affirmé que les gens étaient déjà, cette loi a été déjà mise en œuvre avant qu'elle ne naisse. En tant que averti du domaine judiciaire, qui déjà avoue avoir posé, exécuté des actes de cette nature, contrairement à ce que la loi même voit le jour, et que il en est fier, et vous avez vu comment il a jubilé, comment pratiquement il pense que c'est une victoire. Vous savez ce que nous disons aux gens, il faut prendre toutes choses avec philosophie. Il faut prendre toutes choses avec philosophie. Si on pense être aujourd'hui le plus fort, le plus malin pour penser que pour soi-même on peut comme on dit creuser des trous pour pouvoir empêcher aux autres ou pour penser que c'est les autres qui vont tomber dedans, je pense qu'il faut souvent avoir de la sagesse et de la hauteur et l'humilité. Parce que demain, c'est peut-être que ce que nous créons aujourd'hui, ce n'est pas pour que ça nous serve demain. C'est pour ça que nous n'allons pas rentrer dans une polémique inutile dans ça. Ce qui est fait, c'est l'histoire qui jugera ce que chacun a eu à poser. Et parce que peut-être demain, ce ne seront plus eux au pouvoir, et c'est d'autres qui seront là pour pouvoir mieux utiliser cette loi. Donc c'est pour ça que tout ce que nous disons, il faut que les gens aient la sagesse et l'humilité de comprendre que lorsqu'on a la charge de gouverner, c'est avoir en tout cas l'esprit d'écoute de toutes les sensibilités. Il ne faut pas essayer de voir simplement son intérêt personnel, parce que cet intérêt-là, un jour, ça peut bouger et ça peut être un revers pour soi. Donc c'est pour ça que vraiment nous disons que les gens doivent faire très attention, et surtout encore que le contexte dans lequel on est
de notre point de vue, n'est pas si favorable parce que dans tous les cas, un gouvernement qui est presque à la fin de son deuxième mandat, aujourd'hui, la préoccupation serait pour ce gouvernement de créer les conditions de la sérénité, de la tranquillité pour aller vers des élections inclusives, transparentes, afin que le meilleur gagne et pour leur propre honneur et pour leur propre grandeur. Faire en sorte que le reste des mois qui sont là, devant eux, plus concentrés sur la question de la quiétude sociale, sur la question en tout cas du dialogue politique, sur la question maintenant des élections dans la tradition nigérienne, parce que le Niger a une tradition électorale qui est toujours saluée par le monde entier. Et je pense que c'est ce qui devrait être la préoccupation et la priorité de ce gouvernement-là pour pouvoir finir, comme on dit, à bon le terme, et que bon, maintenant les autres écarts, les autres insuffisances ayant eu cours pendant les 10 ans, bon, par la grâce de Dieu, à travers en tout cas les derniers bons moments, comme on dit, et peut-être que bon, le Niger est un pays où les gens sont tolérants, cléments, et quelle que soit la gravité, souvent, vous savez, avec le temps, l'oubli permet aux gens d'oublier certaines douleurs. Donc nous, voilà la philosophie par laquelle nous prenons les choses, mais malheureusement, souvent, nous voyons que nous sommes en face de certains gouvernants qui pensent que lorsqu'on a la force, lorsqu'on a le pouvoir, on se permet de tout, et parce qu'on pense que personne ne peut vous atteindre. Mais le temps et Dieu sont là pour atteindre chacun de nous. Alors, d'un sujet à un autre, comment trouvez-vous le traitement fait par les autorités en ce qui concerne le détournement de deniers publics au ministère de la Défense? Selon vous, quel traitement les autorités doivent-elles accorder à ce dossier? Bon, vous savez, aujourd'hui, la question du dossier du ministère de la Défense est quand même très centrale, préoccupante, comme on dit. Bon, nous, vous avez vu, pour des questions de principe personnel, nous n'avons pas, en tout cas, mis, comme on dit, le doigt dans ce dossier, parce que, bon, vous savez, c'est ce que nous disons souvent. Ce dossier, si ça a eu le jour, c'est parce que, honnêtement, de notre point de vue, c'est que les gens, à commencer par le président de la République, ont des consciences personnelles. C'est-à-dire que sur la conscience, ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de travers, certainement beaucoup d'insuffisances. Et que bon, maintenant, pour ne pas avoir sur le dos et terminer, comme on dit, en tout cas cette responsabilité, c'est-à-dire ces mandats, sur cette affaire, parce qu'en fait, ici, il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Le Niger vraiment a été beaucoup endeuillé. Donc à partir de là, je pense que c'est ce qui a dû jouer véritablement d'abord, c'est-à-dire que au niveau donc, du président, et maintenant, par coup de chance, on a eu aussi un ministre quand même, il faut saluer cette valeur intrinsèque qui est un peu rare, en tout cas dans l'équipe gouvernementale actuelle, où un ministre, en tout cas qui n'est pas des moindres, s'implique personnellement pour quand même donner suite à ce dossier-là. Parce que ça, moi, je dis qu'il faut être vraiment honnête pour quand même relever, et quoi que les gens puissent dire, saluer la hauteur d'esprit de ce ministre-là qui a voulu voir clair dans le dossier. Maintenant, comme vous le savez aussi, c'est ça, je disais tout à l'heure quand je dis Dieu et le temps. C'est très important. Parce que, certainement, hier, tous ceux qui étaient cités ou qui étaient en charge de ce dossier-là, au moment où peut-être ils élaboraient, au moment où ils faisaient ça, bon, c'était peut-être pensant que dans tous les cas c'est notre pouvoir et que rien ne pouvait nous attendre. Et vous voyez bien que c'est dans le même pouvoir aujourd'hui, les inquiétudes sont venues. Et ça, c'est Dieu et le temps. Ça permet juste d'étayer ce que je viens de dire. Et maintenant, troisième chose que je voudrais que les gens relèvent, c'est que vous avez vu 8 ans, 9 ans de gestion quand même. Tous les dossiers concernant d'autres citoyens, vous avez vu qu'à commencer par le bureau du procureur, par la police judiciaire. Vous avez vu comment il y a eu peut-être, j'allais dire, en tout cas, des auditions expéditives. Et je pense que pratiquement, pour ne pas me tromper, sur peut-être 10 interpellations, c'est très rare de voir peut-être 2 personnes qui reviennent à la maison sans mandat de dépôt. Le mandat de dépôt était devenu tellement mécanique que, donc, dès qu'on dit que le juge vous appelle ou que vous êtes convoqué par la PJ, il suffit juste de dire à madame ou aux enfants, bon, vraiment gardez patience parce que certainement que je ne reviendrai plus. Bon, mais malheureusement, on a vu que quand même, dans ce cadre de ce dossier-là, le traitement de tous les acteurs impliqués ou concernés est devenu quand même un traitement de faveur. Or, ce traitement de faveur, nous,
dans notre point de vue, dans notre analyse, pour ceux qui nous concernent. C'est ça que nous avons toujours souhaité. C'est pour ça qu'on parle de grandeur, d'humilité, de responsabilité. Parce que lorsque un citoyen, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence, quelle que soit la gravité de l'acte, lorsque un citoyen est cité dans un dossier quelconque, bon, les spécialistes en matière juridictionnelle disent que la liberté, c'est la règle. La prison, c'est l'exception. Et souvent, en fonction de la valeur intrinsèque de la personne impliquée dans un dossier, un ministre, un député, un professionnel, vous voyez bien, un homme de valeur, parce que quelqu'un qui a servi 20 ans, 25 ans, même s'il arrive qu'il y a eu des impairs qui sont intervenus, lorsque cette personne ou cette personnalité devrait répondre, assumer ses insuffisances, il devrait avoir des gardes à son niveau. C'est ce qui aurait été la marche de la République, de la démocratie, de l'état des droits de tout temps, quel que soit le gouvernement. Mais vous avez vu à travers beaucoup de dossiers qui ont défrayé la chronique dans ce pays, selon la tête des gens, cet égard-là qui devrait être, on n'a que faire. Certains sont traités comme des vulgaires citoyens. On pense qu'ils n'ont même pas droit de citer. Vous voyez bien, ça c'est des faits. Hein. C'est pour ça qu'on dit les faits sont têtus, les faits sont têtus, on ne les discute pas. Oui. On les a vus. Vous voyez bien. Et c'est le même gouvernement. Et c'est les mêmes acteurs de la police judiciaire. Et c'est le même procureur. Vous voyez bien. Et c'est les mêmes juges pratiquement qui sont rentrés dans ce jeu-là. On a vu, ou même des ministres d'État de leur bureau directement sont conduits. Oui, mais sans égard, parce que c'est ce que nous appelons l'égard, en fait, à la fonction. Est-ce à dire que nous avons en face de nous une justice à double vitesse? Vous savez, ce n'est pas... l'appréciation à mon niveau n'est pas une question de justice à double vitesse. C'est une question de gouvernance. Vous voyez bien. La justice, quoi que les gens puissent dire, font partie intégrante de cette gouvernance. Parce que on veut faire croire à une certaine indépendance de la justice. Mais la vérité, nous l'avons toujours dit, que partout au monde, la justice en tant que telle ne saurait être indépendante dès lors que la justice fait partie intégrante de l'organisation administrative républicaine, parce que c'est pour ça qu'on dit le président de la République, il est le premier magistrat. Mais la problématique que les gens doivent poser chaque fois, c'est l'indépendance du juge, pas de la justice. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que le juge, c'est un homme qui a une conscience personnelle, qui est spécialisé dans un domaine et qui ne connaît que le droit. Et devant lui, on lui présente une situation. À son âme et conscience, face à sa conscience et face à Dieu et à ses responsabilités, il prend une décision. Là, il ne peut avoir d'excuse qu'il ait influence ou pas, même si ce sont ses proches ou si ce sont ses parents. Voilà comment la problématique devait se poser. Mais lorsque les gens vont continuer à chanter l'indépendance de la justice, moi je dis chaque fois que nous passons à côté. Mais l'intérêt que nous portons, c'est l'indépendance des juges. Et c'est là où les gens parlent d'intégrité et de vision globale. Parce que le juge aujourd'hui, lui-même n'est pas exempt. Il le sait, parce qu'il est humain. Il n'est pas parfait. Il peut aussi commettre des impairs. Et la loi peut retourner contre lui, comme chacun de nous. Parce que le juge, là, il est conscient que ceux qu'il pense aujourd'hui servir peut ne pas être là demain. Et qu'il peut se mettre en insécurité. Vis-à-vis d'abord de sa personne, de sa famille, et maintenant par rapport au corps judiciaire. Parce que c'est un corps professionnel organisé. Ou une famille dans laquelle chaque membre ne veut pas que par ses actes, il ternisse l'image de cette famille-là. Voilà notre conception, notre compréhension du fonctionnement de la justice. Mais je dis encore une fois, Dieu et le temps permettent de comprendre et d'amener aux citoyens des réponses à des problèmes que les gens cherchaient bien avant. Parce que aujourd'hui, le dossier du ministère de la Défense
pour me résumer sur cet aspect, permet juste de comprendre que de tout temps, par rapport à tous les dossiers que ce gouvernement-là, dans le cadre de sa mission, a eu à gérer, la police judiciaire, je dis encore le bureau du procureur, où en tout cas beaucoup de citoyens ont passé des nuits en prison alors qu'ils avaient toutes les garanties prévues par la loi pour rester en liberté, parce que certains ont exercé des hautes fonctions et qu'il suffisait juste dans leur par égard, on les convoque, ils se présentent dans le respect, et que le traitement des dossiers, comme ça se fait ailleurs et dans, comme on dit, les grandes nations civilisées, que maintenant, le jour du procès, tout le monde se présente, et c'est en ce temps, lorsque la décision du juge objectivement est de condamner, en ce temps-là, les gens vont s'assumer et purger leur peine. C'est cette démarche que les citoyens ont toujours souhaité. Voilà pourquoi souvent, certains peuvent parler maintenant de dire que la justice n'a pas répondu aux attentes des citoyens telles que ça devrait être. Mais je dis encore une fois, pour terminer cette fois-ci, prenons toutes choses avec philosophie, parce que c'est la jurisprudence qui a été posée, c'est l'histoire dans une nation. Allons et essayons d'avoir raison gardée. Laissons ceux qui sont en charge de gérer ce dossier, laissons-les le temps et la manière dont ils pensent professionnellement gérer le dossier, parce que dans notre philosophie, nous ne souhaitons la prison à personne tant qu'il peut y avoir une compréhension entre les hommes pour résoudre quelle que soit la gravité d'un problème. Parce que vous savez très bien que tuer un homme est quand même l'un des actes les plus graves au monde. Lorsque ça intervient de manière involontaire, parce que vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas planifié, vous ne l'avez pas commandité, on sait que même en islam, la sanction était qu'on doit vous tuer, mais vous savez très bien que Dieu dit que le pardon est préférable, c'est-à-dire que la famille de la victime, si par grandeur peut pardonner à l'autre, c'est encore plus meilleur. Et c'est pour ça que nous souhaitons la prison pour personne, mais nous disons la compréhension des hommes devant leurs responsabilités, pour que à chaque fois qu'il y a une difficulté quelconque, tous les acteurs qui doivent être mis à profit pour résoudre cette difficulté, qu'on ne méprise personne et qu'on amène tout le monde et qu'on trouve la solution pour le bonheur d'une nation. C'est comme ça l'esprit civique que nous cultivons, et c'est comme ça que nous voyons la construction d'une nation. Alors demain, les cours vont reprendre de l'école primaire à l'université dans ce contexte actuel de Covid-19. Alors quelle analyse faites-vous à l'endroit de cette conjoncture? Bon, je pense que sur ce sujet, si vous avez suivi le vendredi passé avec votre confrère Abdrazak Idrissa, on a eu quand même à faire le débat en français, et avec quand même aussi des éminents participants comme un des conseillers techniques du ministre des enseignements primaires et le SG du SNEN, Youssouf Arzika. Et vraiment, nous avons fait le tour, en tout cas, de cette rentrée, et que nous avons tous relevé, que ce soit les parents d'élèves, tous les acteurs du système éducatif saluent, parce que l'éducation, c'est le socle du développement de toute nation. Seulement, nous avons espéré que, compte tenu de certains aléas, par rapport en tout cas au contexte nigérien, que cette reprise allait être une condition de rendre encore plus fluide, et de manière que ce soit sur l'angle économique, que ce soit sur l'angle social, parce que les gens veulent faire la reprise dans le respect du respect des gestes barrières sanitaires qu'ils disent édictés par le gouvernement, et que bon, ça aurait été, nous avons même proposé qu'il y ait que ce soit uniquement les classes d'examen qui rentrent pour faire des exercices intensifs, pour pouvoir essayer de voir comment l'année sera validée, et que dans tous les cas, pour les autres classes intermédiaires, il y a eu déjà les notes du premier semestre, qu'on les considère comme étant des notes de classe moyenne, et qu'on pouvait maintenant tenir compte du contexte de la pandémie, faire des repêchages. Peut-être celui qui a 7 ou 8 au premier semestre, on considère que c'est sa note moyenne, et que bon, on va
on pense que si on avait fait le deuxième semestre, ils pouvaient avoir 12 et que bon, à partir de supérieur égal à 7 peuvent passer en classe supérieure pour le secondaire. Et maintenant, de notre côté, au niveau du primaire, on peut dire, bon voilà, les gens qui ne peuvent pas passer en classe supérieure vont reprendre la classe, mais sans considérer ça comme étant un redoublement. Bon, dans tous les cas, ce qui était ressorti, bon, le gouvernement a eu à faire beaucoup de scénarios et ils ont pensé que c'est la meilleure option de faire ça. Mais nous avons dit que certainement à l'épreuve des faits, les gens vont comprendre. Parce que nous avons dit qu'il ne suffit pas de regarder les choses uniquement sur le centre urbain, pratiquement à Niamey, mais il faut prendre le Niger dans sa dimension la plus large. Parce que le Niger, ce n'est pas Niamey seulement. Et aujourd'hui, vous avez déjà, avec l'annonce des premières pluies, même rien qu'à Niamey, les classes payotes, tout ça là, et puis à l'intérieur du pays, où certains parents vont même aller au champ avec leurs enfants, le problème de tutorat, surtout pour tous ceux qui sont au secondaire, et au niveau des centres d'enseignement de formation professionnelle et technique, donc, et au niveau des privés. Donc nous avons estimé que bon, tout ça là aurait été quand même mis dans la balance pour pouvoir aller dans le sens de la validation de l'année scolaire à travers uniquement la concentration des esprits sur l'organisation des examens de fin d'année pour, en tout cas, et maintenant, peut-être que à la rentrée prochaine, les gens vont tirer les leçons, les insuffisances, et puis bon, maintenant, essayer de voir que, bon, les revendications, que ce soit sociales des élèves ou des enseignants, et maintenant des parents d'élèves, le gouvernement, en tirant les leçons de ceux qui viennent d'arriver, on va essayer de voir dans quelle mesure maintenant, désormais à partir de l'année scolaire 2020-2021, on va prendre des dispositions pour qu'au moins avant les congés de Pâques, tous les établissements arrivent au moins à 80% de l'exécution des programmes scolaires pour que même si entre-temps il y a des aléas comme ça, comme cette pandémie, dans tous les cas, on pense qu'on a fait des prévisions qui permettent. Donc je pense que sur ce sujet-là, vraiment, on a fait un débat là-dessus. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais nous saluons et nous allons espérer quand même que les acteurs vont se retrouver parce que vous allez comprendre que l'école, c'est quand même une grande valeur parce que rien que demain, à travers la circulation, les gens vont constater que maintenant, vraiment, la vie reprend et c'est pour ça que nous avons dit que nous allons espérer que les prières des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan ont été exaucées pour tous les Nigériens et que effectivement on est dans la relance de l'espoir pour la vie de tout le monde pour que nos activités et notre nation continuent à prospérer. Maintenant, je vais finir sur ce point pour espérer davantage que le problème fondamental que le Niger a, celui de notre classe politique, serait aussi dans cette balance pour que les acteurs politiques voient qu'ils ont fait souffrir beaucoup ce pays pour leurs caprices et qu'ils ont une responsabilité morale aujourd'hui comme demain de se montrer véritablement comme étant des vrais pères de famille, c'est-à-dire des hommes qui peuvent se parler, qui peuvent se comprendre et qui peuvent s'accorder sur l'essentiel pour faire avancer le Niger, non pas pour eux, mais pour le devenir du pays. Monsieur Malansita, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. La suite de ce journal, la saison des pluies s'installe progressivement au Niger, une période qui rime avec l'impraticabilité de certaines voies à Niamey. Une situation qui amène les usagers de la route à lancer un appel aux autorités compétentes en vue d'y remédier. Adam Asma Oussedou pour le reportage. La saison de pluie s'installe. Le calvaire s'annonce pour certains usagers de la capitale Niamey. Dans certains quartiers comme Banizumbu, Lazare, Bobiel, pour ne citer que ceux-là. Presque toutes les voies des quartiers de la ville de Niamey sont impraticables pendant la saison pluvieuse. Un casse-tête pour ces usagers, d'où ce cri de cœur. Ils n'ont qu'à nous voir dans ces cas-là. Il y a deux, comment dirais-je, latérites principales. Il y a celui-là et celui de Lazare là. Et ceux de Lazare, on ne peut pas passer pendant l'hivernage, on ne peut jamais passer. Ça c'est peu, hein? Ça c'est peu. Si l'hivernage arrive même, tu ne peux pas passer ici. Plein de l'eau, ça va prendre de l'eau. Tu ne peux même pas passer, tu ne penses même pas passer ici. Donc le gouvernement n'a qu'à voir nos cas. Comme ce sont des grandes voies, ils n'ont qu'à arranger ça, c'est bon, ça nous intéresse. Et eux aussi, bon, on serait joyeux pour eux, on peut les féliciter dans ça aussi. Ils n'ont qu'à voir les quartiers périphéries là.
faut pas, ils vont calculer qu'il n'y a pas de grands tubes dedans. Non, non, ils n'ont qu'à les voir parce que ce sont leurs militants qui sont dedans. Donc, ils n'ont qu'à arranger les routes là, c'est très bon. Pour soulager les souffrances des habitants de ces quartiers et donner un visage de la capitale à la ville de Niamey, les autorités doivent réhabiliter ces voies, même si c'est avec de la latérite. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.